Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission, Le Kiosque. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et que vous êtes tranquillement installés pour écouter nos experts ce soir. Je commencerai par Jean-Claude Duverger. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est avec plaisir. Merci. À côté, Monsieur Michel Branchy, rédacteur en chef du journal Justice. Bonsoir Michel. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux Bonne de vous semaine. retrouver. Bonne semaine. Oui, semaine, comme toujours, entre le militantisme politique et le militantisme en tant qu'élu. Enfin, ça ne fait qu'un. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça ne fait que. Bonsoir Daniel Compère, merci d'être avec nous. Bonsoir à tous et à chacun. Pas mal. Rédacteur en... Non, je ne suis plus rédacteur chef, je suis rédacteur du Progressiste. Et la première page du Progressiste cette semaine, c'est Césaire. On en parlera dans un instant. Bonsoir Nathalie Josse, journaliste à Martinique La Première. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous, madame et messieurs, pour décortiquer un petit peu l'actualité politique peut-être et puis ce qui se passe un petit peu ces jours-ci. Alors on commencera évidemment par les 10 ans de la mort de Césaire. Déjà 10 ans. Oui, ça va vite. Ça va très vite. Ouais. Et on voit à l'écran Césaire avec son flambeau 2018. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là? Il y a deux personnes du PPM avec nous, mais au-delà de ça, vous êtes aussi des journalistes, des Martiniquais. Césaire appartient à tout le monde. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de Césaire pour les jeunes qui arrivent et qui ne savent peut-être pas, à part retour au pays natal? Oui, parce que c'est du cahier de retour que l'on parle le plus souvent. Ouais. On pourrait parler aussi de moi laminaire, par exemple. On pourrait parler du discours sur le colonialisme. On pourrait parler de Toussaint Louverture, etc., etc. Bon. Une saison au Congo. Une saison au Congo, de la tragédie du roi Christophe, etc., etc. Surtout la tragédie. Moi, c'est surtout la tragédie du roi Christophe. Moi, j'ai eu la chance de voir la tragédie du roi Christophe. Enfin, le roi Christophe interprété par Doutasek. Voilà. Et pour moi, il n'y a que ça, quoi. Il n'y a que ça. Les autres interprétations. Ah ouais, il était puissant, cet homme Doutasek. Ouais. Donc, pour revenir à ce que nous disions, Césaire appartient à tout le monde. Donc, tout le monde a le droit de le célébrer sans se l'accaparer. S'il appartient à tout le monde, c'est qu'il n'appartient à personne en particulier. Même si, par l'histoire, il appartient un petit peu plus au PPM. Alors moi, je dirais qu'il appartient un peu plus au Parti communiste. Il a appartenu au Parti communiste. Et je dirais pourquoi tout à l'heure. Alors, on pourrait peut-être revenir aussi sur le fait qu'on voulait le mettre au Panthéon. Oui. Est-ce que c'était... Pourquoi ça n'a pas été fait déjà? Ben, je crois, enfin, je parle sous le contrôle de Jean-Claude. Ah non, pas moi. je crois que lui-même, je crois, là je suis persuadé que Césaire avait horreur des honneurs. Il était aussi cité pour le prix Nobel de littérature. Il avait été pressenti aussi comme ministre des droits de l'homme de je ne sais plus quel président. Sans doute Mitterrand, mais je ne suis pas sûr. Sous Rocard, exactement. Bon, donc ce n'est pas étonnant qu'il ait refusé, qu'il ne soit pas au Panthéon, disons. Maintenant, il a forcément toute sa place au Panthéon. Même si je suis heureux qu'il soit enterré en terre martiniquaise. Bien. Pas d'avis sur ça, monsieur Lam? Non, mais l'essence même de Césaire, c'était ça, c'est d'appartenir à son peuple. Et il a toujours dit qu'il appartenait à la Martinique et il avait un amour inconsidéré pour ce petit bout de confetti, comme il l'a dit. Et donc, je crois que même au PPM, il n'était pas question d'accepter la proposition. Il fallait qu'il repose sous sa terre natale, parce que c'est ça l'ancrage de Césaire, c'est cette Martinique. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans l'homme, c'est que il avait un lien incommensurable avec ce pays-là. C'était son essence même. Il vivait pour la Martinique, pour les Martiniquais. Et il avait laissé cette fameuse phrase, la seule chose qu'il aurait aimé dire aux Martiniquais, c'est « je vous aime ». Donc moi, je crois que
C'est vrai qu'il n'aimait pas non plus beaucoup les honneurs. Donc tout ça, c'est une conjonction qui fait que ça paraissait très saugrenu de le mettre au Il y a une Panthéon. plaque au Panthéon. Il a Une plaque. une plaque au Panthéon. Et ça Une suffit plaque, largement. Et donc, Une rosace. je ne vois pas pourquoi on doit enlever de sa terre natale pour le mettre ailleurs. Enfin, ça semblait tomber sous le sens à l'époque. Je voudrais quand même dire que Césaire, c'est un homme politique, mais c'est un père de famille aussi. Peut-être que ses enfants C'est sûr. ont eu leur mot à dire sur cela. Mais c'est vrai, ce que tu dis, il n'aimait pas tellement les honneurs, il n'aimait même pas qu'on dise de lui le chant de la négritude et tout cela. Il était très simple, il ne voulait pas qu'on donne à quoi que ce soit son nom à l'aéroport, il ne voulait pas. Et quand Ali Kerr a fait la proposition, il a dit à Darcier d'aller récupérer la lettre, qu'il n'avait pas envie et tout ça. Il est comme ça. Bon, maintenant, c'est vrai ce que l'on dit de temps en temps, Césaire, c'est la Martinique. Mais par ailleurs, Césaire, c'est aussi le monde. Et, il est la Martinique à un moment, il est le monde à un autre moment, parce qu'il dit je ne sais plus mon adresse exacte. J'habite de temps en temps l'une de mes plaies, mais chaque minute, je change d'appartement. Autrement dit, je me bats avec un poulpe ou un trou de poulpe. Il ne sait plus. Ça veut dire que, tout en étant très simple, il sait très bien qu'il a travaillé, parce qu'il y a un moment, on dit aussi que notre pays cherche comment être dans le monde, comment appartenir au monde dans le concret de notre sensibilité, comment être au monde. C'est ça, c'était le plus large contre le plus étroit. Absolument. Et c'est ce qu'il nous a appris, en fait. C'est des racines et des ailes, c'est avoir nos racines, mais en même temps de s'ouvrir au monde. Il nous a ouvert au monde, Césaire, en fait. Donc, et c'est pour ça que je dis, voilà, toute l'essence de cet homme est là. C'est que ce qu'il a apporté au monde, mais véritablement au monde, sans idolâtrie excessive, il a vraiment apporté quelque chose au monde. Il a apporté cette négritude fondamentale, ce regard des autres sur la négritude, ce regard des autres sur l'Afrique, qui était vraiment son une humanisme. rupture, son humanisme. Son humanité, c'était ça. Oui, son humanité, c'est bien. Moi, j'aime bien les hommages à Aimé Césaire, mais je ne voudrais pas qu'on trahisse parfois sa pensée. Lorsque Césaire nous a quittés, j'ai été assez outré de la manière dont la République française à l'époque, dirigée par Sarkozy, n'avait retenu de Césaire qu'une seule chose, c'était ce qu'on appelait la loi de départementalisation, et même d'un mot horrible, la loi d'assimilation. On ne retenait que ça. Il y a deux choses qui me paraissent devoir retenues chez Césaire, pour ne pas trahir sa trajectoire. C'est d'abord le révolté, qui s'exprime d'ailleurs dans sa première pièce de théâtre, Le Rebelle. Pièce de théâtre qui a été écrite deux fois, d'après ce que je crois. Écrite une première fois dans une version courte, une version... C'est à partir de Légitime Défense et d'autres, L'Hérault, Ménil, ça part du manifeste de Légitime Défense, et puis ça se prolonge avec Tropique, notamment sous l'amiral Robert, où le Tropique, qui est une revue littéraire, mais qui va poser des problèmes de conscience martiniquaise. C'est l'identité. C'est-à-dire, c'est lui qui restitue le premier aux Martiniquais leur identité. Et jusque-là, on nous avait appris à détester tout ce qui était noir. Il restitue, par exemple, il réconcilie les Antilles avec une de nos composantes, qui est l'Afrique. Alors que tout ce qui était jusqu'au début de première partie du XXe siècle, les Martiniquais, on leur avait appris à rejeter, à détester même tout ce qui venait de l'Afrique. Césaire se réapproprie cela. Et la négritude,
c'est le premier pas vers la récupération de notre identité, et puis c'est le combat contre la chose la plus abominable. Il a des mots très durs sur ce qu'on appelle l'assimilation. Il dit assimiler, c'est ingérer. C'est-à-dire, en fait, c'est détruire. Bon. Or, il est allé totalement contre-courant parce que pendant tout le siècle qui l'a précédé, la petite bourgeoisie martiniquaise n'a rêvé que d'une seule chose, Être assimilé. être assimilé. Pas seulement être départementalisé, avoir. Alors, ce dont les communistes sont chargés en 1946, c'est de décrocher les acquis sociaux et non pas l'assimilation, c'est-à-dire à la France. Et c'est un débat maintenant qui s'est éteint, mais il y a eu un long débat pendant toute la période des années 60-70, y compris avec les courants nationalistes martiniquais, qui disaient que, en gros, les responsables de la situation actuelle, c'était les communistes et Césaire, pour avoir été à contre-courant de l'histoire en 1946. Alors, en réalité, cette revendication de départementalisation était vécue comme une revendication de dignité, c'est-à-dire que c'était la suppression de ce qu'on appelait auparavant les gouverneurs, en gros. La colonie, quoi. La colonie, c'est-à-dire, au contraire, on n'appliquait pas, notamment, les lois quand elles avaient un contenu social progressiste. Hein. Bon. C'est contre ça et Césaire a été porteur de cela, tout ce temps en disant, moi je ne veux pas l'assimilation. Et après, il s'est rendu compte du piège dans lequel on était tombé. Enfin, ça c'est une autre affaire. Alors, est-ce que les jeunes aujourd'hui connaissent Césaire? Je vois tellement présent notre Césaire. Je voulais justement revenir à ta question, puisque c'était ça ta question. Il en est de ces... Alors, les jeunes, expression que je n'aime pas, mais enfin, c'est rapide et ça permet de savoir à peu près ce situer. Nouvelle génération, disons. Oui, les nouvelles générations, je préfère. Il en est de Césaire comme d'autres personnages, dès que leur temps est passé, on les oublie. Et les jeunes générations, en général, ont tendance à oublier ou à ne vivre que dans le présent. Par contre, en contradiction avec ce que je viens de dire, j'observe que, me semble-t-il, j'ai failli dire de plus en plus, mais là je m'avance peut-être un peu, de plus en plus de jeunes sont curieux de connaître, disons, leur histoire. Et Césaire fait incontestablement, fondamentalement partie de notre histoire. Donc, c'est à nous, les générations précédentes, les générations, j'ai failli dire décadentes, ça ne va pas du tout, les générations qui sont en train de passer, de les introduire dans Césaire, qu'ils lisent Césaire. Et ce n'est pas par hasard que j'ai cité plusieurs œuvres, à la fois des poèmes, des pièces de théâtre et des écrits, disons, politiques. D'accord ? Parce qu'on s'aperçoit tous les jours de, comment dirais-je, de l'actualité de la pensée de Césaire. Bien. Oui, je voulais juste dire, mais c'est très compliqué. Je voudrais d'abord préciser, je suis là, mais comme comédien et conteur. Oui. Ma présence ici, je veux bien expliquer ça. Pourquoi je dis ça, mais c'est pas pour me démarquer de quoi que ce soit. C'est pour dire que depuis 5 ans, il y a de plus en plus de pièces de théâtre de Césaire jouées dans les écoles. Donc je veux féliciter les enseignants qui de plus en plus font du travail sur Césaire dans les écoles. Je reviens, moi, ce matin, à Basse-Pointe, où il y avait à peu près 220 collégiens. Mardi, il y avait 120 collégiens au théâtre municipal. Je parlais paroles et silence, mais ce sont des textes de Césaire. Et ce sont des jeunes aussi qui écrivent sur Césaire,
qui parle de Césaire. Le collège des Terre-Saint-Ville s'appelle le collège Aimé Césaire. Et les enfants connaissent un peu, apprennent. Et ce n'est pas, l'heure est passée. L'heure de nous-mêmes, c'est ça. Ce n'est pas à dire qu'on n'a pas appris à qui que ce soit Césaire, c'est de dire qu'est-ce que nous faisons pour qu'on connaisse Césaire. Quelle est notre part? Bon. Et je précise, au moment où José Alpha et moi, on a décidé de faire cette pièce-là, où je lis les textes de Césaire, sont arrivés à la gare Saint-Lazare, c'est au moment où il y avait des problèmes dans les banlieues en France. Et nous pensions qu'il fallait dire à nos jeunes Martiniquais ou Antillais qui sont là, qui n'étaient pas venus, les paroles que Césaire ne les avait pas oubliées. Donc je veux dire que de plus en plus, et je pense même que depuis la mort de Césaire il y a 10 ans, il y a une renaissance de Césaire. De plus en plus, des gens se préoccupent de Césaire, qui il est. Il y a des actions, il y a des enseignants qui font du travail sur Césaire. Et il y a des enfants qui connaissent par cœur le texte de Césaire sur la Nourelle. Il y a ce qu'il raconte sur la Nourelle. Il y a aussi, Césaire a une partie de son texte où il parle de la ripaille, mais c'est aussi à basse pointe, quoi. Et les gens cherchent qu'est-ce qu'il veut dire. Pour que Césaire, Césaire a des trucs très simples, quoi. Césaire, c'est celui on va trouver dans le cahier, quoi. Mais nous sommes un petit pays, mais il va dire, en regardant le colibri, quoi, qu'un cœur si frêle peut supporter sans exploser le pas de charge d'un cœur qui bat. Le colibri peut vivre nous aussi, quoi. Dans la réalité, il a dit, je crois que de plus en plus, et depuis sa mort, il y avait un petit peu avant, mais le monde s'est réveillé, la Martinique s'est réveillée, y compris les Antilles, nous sommes réveillés à la pensée de Césaire et à l'écriture aussi de Césaire. Mais pour revenir sur ce que l'on dit, Césaire, c'est lui-même qui dit, quoi. J'habite une vaste pensée, mais le plus souvent, je préfère me confiner dans la plus petite de mes idées. Il va avec les gens ensemble. Il a sa pensée, il le dit dans Caliban, si vous voulez, d'une tempête dont tu parles. Mais si tu veux, il est préférable de faire un pas ensemble que de faire un grand bond sans les autres. Donc il marche avec les autres et puis il attend. Oui, en plus, moi je pense que comme les jeunes, mais il n'y a pas que les jeunes qui ne connaissent pas Césaire finalement. Il y a cette dimension de l'homme, il faut avouer, tout le monde connaît et tout le monde aime Césaire. Je pense que Césaire, c'est quand même le père de la nation, quelque part. Quand vous dites la Martinique, quand vous parlez d'un grand homme en Martinique, vous faites n'importe quel micro-trottoir dans la rue, le seul grand homme souvent qui vient à l'esprit des gens, ce sera Césaire. Donc il est reconnu, il est connu, il est reconnu comme ça. Hein. Tout le monde sait qui il est, tout le monde connaît sa dimension. Après, quand on va un peu plus loin sur ces textes et tout, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, mais il n'y a pas que les jeunes. Il y a beaucoup d'adultes, il y a beaucoup d'anciennes générations qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais lu Césaire et qui ne connaissent pas ses textes, qui ne connaissent pas ses œuvres. Donc, c'est vrai que ce travail que les enseignants font est formidable parce que ça permet aux jeunes, justement, d'aller plus loin, peut-être même que les anciennes générations, de mieux connaître Césaire que les anciennes générations. Et puis, il y a aussi cette dimension de cet homme providentiel, du flambeau, parce que tous les peuples ont besoin de ça, ont besoin de héros, ont besoin de gens à qui s'identifier, et Césaire, c'est la fierté de ce peuple, etc. Mais du point de vue de ses idées, je crois qu'il est là, par contre, véritablement méconnu. Moi, personnellement, j'ai connu Césaire très tard. C'est-à-dire que dans ma scolarité, je n'ai pas étudié Césaire. J'ai vraiment connu Césaire à la fin du lycée, peut-être en faisant mes études, en lisant le discours sur le colonialisme. Et le discours sur le colonialisme, c'est un Français, c'est-à-dire c'était pendant les événements de Nouvelle-Calédonie, hein, quand il y a eu la grotte d'Ouvéa, qu'un Français m'a dit « Mais oui, mais votre Césaire, là, il avait déjà tout dit, etc. » Je suis allée voir, je suis allée lire, et j'ai commencé à m'intéresser à Césaire, et j'ai connu la dimension de l'homme. Donc, voilà, je crois que sur la connaissance des textes, sur ce qu'il a apporté, sur sa dimension politique, il y a une vraie méconnaissance, et pas seulement des jeunes. Vas-y, parce que je vais passer à autre chose. Donc, sur une autre dimension. Je voulais dire, mais pas nécessairement pour Nathalie, de manière générale, mais je suis en Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un qui devait faire une conférence sur Césaire et cette personne ne vient pas. Et on me dit, mais il y a une salle avec beaucoup de gens, quoi. On me dit, est-ce que je veux intervenir? J'ai dit, j'ai rien préparé. On me dit, bon, tu le connais quand même, tu vas échanger.
Et puis, il y avait quelques jeunes intellectuels, un peu comme ça, qui avaient appris des trucs sur Césaire, pourquoi il n'a pas fait, etc. Et on m'a dit, et puis à Martinique, vous ne connaissez pas Césaire. Moi, j'ai répondu, comment voulez-vous me dire que je ne connais pas quelqu'un qui était assis sur la chaise de ma maman? Vous le connaissez, vous? Vous connaissez ses écrits? Je connais ses œuvres. Ses œuvres, ce n'est pas simplement dans ses écrits. Je sais ce qu'il a fait, assis sur la chaise de ma maman. Et je vais vous dire plus. Il a mis sa plume à la disposition de ses actes. Et lorsqu'on m'a demandé, on a posé la même question. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a écrit pour que Rocard propose qu'il soit ministre des droits de l'homme? J'ai dit, je ne sais pas s'il a écrit. Mais je sais que si les droits de l'homme, c'est de manger, il a donné du travail. Si c'est habiter, il a donné des parcelles de terre. Si c'est se cultiver, il a fait des écoles, y compris des centres culturels. Pourquoi vous me dites que nous ne savons pas ce qu'il a fait sur les droits de l'homme? Voilà ce qu'il a fait. Demandez-moi, je vais vous dire ce qu'il a fait, puisque je suis là pour cela. Parce que je l'ai vu. Césaire n'est pas... Écoutez, prenons un exemple. Il donne des parcelles de terre. Mais actuellement qu'on est dans la crise du logement, vous connaissez qu'il y a 50 ans, un homme avait déjà réfléchi, 50 ans, qu'il fallait mettre à la disposition des gens, après l'exode rural, un lieu où habiter, ouvrir les bras de la ville. Des fois, quand j'étudie Césaire, je dis, mais il a fait ça. S'il dit il n'y a pas de liberté sans savoir, je comprends pourquoi il a voulu qu'il y ait des centres culturels dans les quartiers. Mettre la culture à la disposition des gens. À chaque fois, je cherche, dans ses paroles d'ailleurs, il dit, si tu cherches mes paroles, tu trouveras le cri de mon peuple. Chaque fois, il dit un truc quand on va chercher des trucs. Quand il parle, même sur le cahier, chaque fois, on va prendre le truc, il dit, mais pourquoi ce monde va dire rien? Les autres qui n'ont l'habitude de crier comme ça, les autres silencieux, criant, de temps en temps. Donc, je veux dire, dans la réalité, on le connaît. On ne nous a pas appris à l'école à lire ces textes, à apprendre ces textes. C'est nous qui avons fait cet effort-là après, nous-mêmes. Mais Césaire, ce que je retiens de lui, de ce combat, et j'arrête là, c'est un homme seul qui met en place l'OMDAC, l'Office municipal d'action culturelle, avant le CIAMAC, parce que le CIAMAC devient le service. Mais il y avait l'Office, l'OMDAC, premier OMDAC, c'était cela. C'est Césaire qui le met. Mais à l'époque, il est critiqué, Césaire. Ça veut dire qu'il s'est foutu de l'argent par la fenêtre pour payer des gens pour faire du tambour, pour faire de la danse, pour faire des trucs comme ça. Et c'est dommage qu'on ne retrouve aucune trace d'un journal qui s'appelait La Vague. Et qui a critiqué totalement la réussite. Quand on me dit est-ce que Césaire a réussi, ce qu'il a réussi, c'est qu'il n'y a pas une seule ville sans un office municipal de l'action culturelle, alors que la culture était méprisée. Le développement de la culture, c'est quelqu'un qui dit, mais en ville, mais faisons descendre Thiémile au Pit. Le Pit s'appelle Jean-Marie Serrault. De l'autre côté, et à l'intérieur de ce Pit-là, il y a Belay et puis un Bourg-Sainte-Marie. Autrement dit, s'il avait écrit ça, on aurait dit, mais s'il l'a fait, c'est la réalité. Donc, les œuvres de Césaire, nous connaissons en partie le concret. Ce qu'il a fait concrètement, je l'ai vu sur un tracteur un jour. Parce que je suis arrivé dans un quartier sans eau courante, sans électricité et sans route. Et j'ai vu la première voiture arriver un jour avec Césaire, il tenait un petit chapeau, un petit calot en tête, dans un jeep, Bon, après, il dit, mais il faut que les gens habitent, Il n'était pas forcé, ou l'usine fermée, mais il faut descendre, vous revenez chercher, ouvrons les portes. Et tout le combat de Césaire, c'est pas le cahier de retour au pays natal seulement qui est son combat. C'est Volga, Trenel, Texaco. C'est les gens. Les gens, de manière générale. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup les gens, véritablement. Alors, juste, moi, ce que je voulais dire, c'est que il faut aujourd'hui s'attarder sur l'héritage de Césaire, qu'est-ce qui reste de lui. Et moi, je suis un peu peinée, en fait, de voir que finalement, aujourd'hui, ce qu'il avait mis en place, et Jean-Claude vient de le rappeler, cet homme avait mis la culture au centre de lui-même, au centre de sa politique, parce qu'il savait très bien que la culture, c'était l'épine
l'épine dorsale, la colonne vertébrale de la construction d'une société. Il le savait, il a mis en place ce formidable outil qui était le CERMAC, l'OMDAC, le CERMAC, etc. C'est vrai. Aujourd'hui, force est de constater que son héritage a quand même été un peu laissé à l'abandon et qu'on n'a pas réussi à véritablement perpétuer et continuer, pas seulement sur la culture, mais aussi sur ses idées politiques. C'est quelqu'un qui détestait l'instrumentalisation et c'est pour ça qu'il n'avait pas voulu tous ces honneurs, etc. D'ailleurs, il le dit dans un poème, il s'appelle Nègre Marron, je n'ai que faire de strapotin de ministre, etc. Je suis un nègre marron et que sa place n'était pas là. Et donc, moi j'ai 2 regrets concernant Césaire. C'est déjà que son héritage, finalement, je ne suis pas certain qu'il ait été tout à fait, même s'il y a des gens, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais je ne suis pas certaine qu'il ait été tout à fait respecté, tout à fait comme il le mérite. Et puis, deuxième chose, c'est l'instrumentalisation. Je crois qu'il y a cette instrumentalisation et cette, cette possession abusive de Césaire, de certains. C'est-à-dire qu'on met Césaire à toutes les sauces. Il n'y a pas une fois, si on n'arrive pas à citer Césaire, c'est Césaire en toute bite, hein, c'est Césaire, toute bagaille, et puis on dit Césaire, il finit, comme si c'est le sésame qui va ouvrir toutes les portes. Alpha et Omega. Oui, et je pense que ça a vraiment l'effet contraire. C'est pas très constructif en fait. Ça a vraiment l'effet contraire parce que ça finalement ça permet à certains justement de s'affranchir de l'homme et de s'affranchir de cette tutelle, de la figure tutélaire et de dire bon, ça suffit avec Césaire, parce que certains ont cette personnalisation et cette appropriation abusive de l'homme. Et ça, je crois qu'il faut quand même en finir. Et puis, de l'autre côté, il y a aussi ceux qui veulent absolument mettre en parallèle ou en contradiction ou en concurrence Césaire et les autres, Césaire et Fanon, par exemple, et Césaire et les autres chantres de la négritude. Et ça aussi, c'est détestable. Et Glissant, et voilà. Surtout Fanon, d'ailleurs, puisque, Donc on dresse ces 2 hommes qui sont extrêmement complémentaires et qui, même s'ils ont eu des querelles à un moment donné, s'appréciaient et dont les idées sont très complémentaires. Et pour des raisons bassement politiques, on essaie de les mettre en contradiction et en concurrence du moins. Et là aussi, c'est extrêmement dommageable pour la construction de notre société et pour ce que demain nous voulons faire. Bien. Daniel. Non, je me permets de critiquer ma voisine amicalement quand elle parle de l'héritage de Césaire. L'héritage de Césaire, ce n'est pas quelque chose de figé. Il ne faut pas, comment vais-je dire ça pour bien me faire comprendre, il ne faut pas prendre tout ce qu'a fait Césaire, ses écrits comme ses œuvres, comme a dit Jean-Claude, comme un instant figé dans le marbre et qui ne bouge plus. Autrement dit, ça ne servirait à rien dans ce cas-là de faire des recherches sur Césaire, parce qu'il y a de plus en plus de recherches, et pas seulement sur sa littérature, sur l'homme lui-même, sur sa vie. Donc, il faut accepter aussi que l'héritage puisse prendre... Merci. Il faut accepter que l'héritage puisse prendre des tournures différentes. Voilà ce que je voulais dire. Mais je vais te dire un truc, mais c'est pas par rapport à ce qu'on vient de dire, de manière générale. L'héritage de Césaire, c'est qu'on n'est plus honte d'être noir. Ouais. L'héritage de Césaire, c'est qu'il n'y a plus des cassins-faits. Quand les gens n'avaient pas de longs cheveux, il n'y a plus des cassins-faits. L'héritage de Césaire, c'est qu'on ne soit pas forcé d'avoir un fer à cheveux tout le temps, quoi, et à se défriser, quoi. Et l'héritage de Césaire, c'est que cette parcelle de terre de la Martinique, de près de 1100 km², il faut compter le nombre d'artistes, écrivains, conteurs, chanteurs, danseurs, etc. C'est ça l'héritage. Ça veut dire que c'est pas simplement est-ce qu'il y a la continuité de ce qu'il a fait, mais en fait tous, presque tous, nous sommes passés un petit peu autour du CERMAC, quoi. Dans les quartiers. Avant, il y avait les conteurs. Moi,
J'ai été peut-être le premier conteur à aller sur la scène dans ce pays-là, parce que c'était dans les veillées. Mais c'est pas, je cherche aucun tableau d'honneur. Pourquoi je dis ça? Je suis arrivé dans des communes où on m'a dit, ici, il n'y a pas ni monde mort. sur le podium, dis-moi, ici, il n'y a pas ni monde mort. Le compte était réservé aux veillées. Quand j'ai arrêté de dire qu'on peut la peine d'écrire les histoires de maintenant, le petit photo qu'a fait, etc., on m'a dit que je dérange, j'ai enlevé le compte dans son contexte. Ça fait rien. Je veux dire, mais on est parti de là. Ça veut dire que porter, on a fait des trucs dans les quartiers, au centre culturel, les centres culturels qui étaient là un peu. Bon, Regina, Rupert, tout ça sont de mon quartier, quoi. On est de Citron, on est Trénel, on est là, quoi. Je veux dire, il nous faut faire. C'est vrai que ce n'est pas la même chose. Même un jour, j'ai dit un texte de Césaire, il m'a dit, tu sais, si je l'écrivais maintenant, j'aurais écrit autrement. Alors, dis-le dans la réalité. Tu le dis. Je le dis autrement, quoi. Tu peux le dire. Non, je crois que l'héritage, c'est ce que nous voulons en faire. Voilà. Ça veut dire que écrire, et tu n'es pas forcé maintenant d'écrire, même ceux qui sont là. Je me rappelle avant, tous ceux qui écrivaient, il fallait que si tu dises un petit, il faut dire un titi. Si tu voulais un A, il faut dire un A. Et quand Césaire est arrivé avec la forme d'écriture, tu écris. Tu n'es pas forcé de faire que ça tombe comme ça, que l'on répète. M'en manger, ça veut dire que m'en goûter. Des trucs comme ça. Moi, je crois que ce qu'on n'a pas obtenu, l'héritage de Césaire qui peut disparaître, c'est pas tout le reste, c'est la sagesse de l'homme qui disparaît. La sagesse de cet homme-là, sa simplicité, et tu disais, son amour. L'amour de l'autre, sa simplicité et sa sagesse. Et ma crainte, c'est ça. Parce que ça ne doit pas disparaître. On en a besoin, quoi. L'amour des gens, le respect des gens, aimer des gens, c'est ce que Césaire représentait. Je me rappelle très bien le jour où ma maman m'a dit, mais elle a dit moi oui. Ça veut dire qu'il venait de lui dire oui, il y a bien un mot sauté, quoi. Elle partait, je ne sais pas si cette femme pleurait ou ne pleurait pas, quoi. Peut-être que j'avais 5 ans à l'époque, j'étais avec elle, j'avais la chance, etc. C'est le gars, il disait, comme si on lui raconte des trucs, il dit, allez-y, quoi. Il fallait donner un bout de terre à cette personne-là. Je retiens de ce gars-là, quoi, son amour et son respect de l'autre. Ce qui ne veut pas dire qu'il était un tchoupépé. C'est le gars qui dit, la révolte que j'ai en moi, c'est 10 volcans d'éruption. Aussi, dans la réalité. C'est sûr. Alors, chacun peut retenir de Césaire, qui a plusieurs facettes, tel ou tel aspect de sa personnalité, de son parcours. Moi, ce que je retiens de ce que tu viens de dire, c'est qu'il dit, à propos d'un écrit, il dit, si j'avais écrit je devais écrire cet écrit, maintenant je ne le ferais pas comme je fais avant. Mais je dirais même que c'est presque une preuve de vitalité intellectuelle. Créatrice, qu'un individu, au fur et à mesure de son parcours, qu'il se transforme et qu'il se recrée lui-même. Mais, tu l'as dit, l'essentiel de Césaire, c'est qu'il a restitué aux Martiniquais la fierté d'être eux-mêmes. Alors, il aura restitué cette fierté parce que parmi les plus odieux crimes du colonialisme, il y a la volonté de détruire chez le colonisé. D'ailleurs, il y a un autre grand penseur, c'est Albert Memmi, qui était aussi un contemporain de Césaire. C'est le mépris de lui-même. Alors, maintenant, il y a quand même l'aspect, je ne vais pas tomber dans la biographie, l'aspect l'homme politique Césaire. L'homme politique Césaire, il a une évolution. Je ne peux pas m'empêcher de trouver chez les contempteurs de Césaire aujourd'hui la volonté d'effacer une dimension essentielle, c'est l'homme de l'autonomie. Puisqu'on veut faire du consensus,
Alors, tu as employé un grand mot français, peut-être. De contempteur. Voilà, si on peut peut-être dire de quoi il s'agit. Je pense, Ceux qui le. Et l'audateur. Ceux qui l'encensent. Les Ceux qui turiféraires. l'encensent. Oh, c'est une manière de. Tu es agile, toi. C'est une manière de le tuer. Tout en l'honorant, c'est une manière de le tuer. Or, Césaire, la plus grande partie de sa vie politique, on peut dire à partir des années 50, à partir des années 50, Césaire a tourné le dos à l'assimilation. C'était les années 50, les années 60, les années 70, il a tourné le dos à l'assimilation. Et donc, j'ai parlé de la manière dont il a été honoré au moment de sa mort par la République française, qui essaie de le récupérer, y compris par Mitterrand, y compris par Rocard. Parce que précisément, on voulait gommer cet aspect. Or, cette question reste posée aujourd'hui. Cette question, certes, nous avons une identité, mais si notre identité ne s'incarne pas dans un pouvoir d'agir ensemble, ce n'est plus une identité. Et elle est toujours menacée. Et vous remarquerez que vous parlez de la jeunesse. Eh bien, certes, il y a l'action culturelle que mènent les artistes, etc. Mais on est constamment en lutte contre un retour de la dépersonnalisation. Les facteurs de dépersonnalisation, de perte d'identité, de réassimilation sont présents dans la société parce que c'est la loi, je dirais, c'est une loi dialectique. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'action culturelle, l'action pour préserver l'identité de la Martinique, le Bel Air, les traditions, tu disais tout à l'heure par exemple la tradition du conte. Mais la meilleure manière de préserver le conte, c'est de le faire évoluer. C'est ce que je comprends dans tes propos, c'est-à-dire de ne pas le cantonner. De ne pas le figer. De ne pas le figer. La culture, sinon ça devient folklore. Le folklore, c'est la culture qui se répète elle-même et qui n'évolue pas. J'ai eu cette discussion avec un camarade de mon propre parti qui disait mais la vraie musique martiniquaise, c'est Barel Copette. Et je dis mais non, moi je préfère Kassav parce que Kassav, il a mélangé des sonorités négo-américaines et le caribéenne aussi. Caribéenne, et il a abordé quelque chose. Par conséquent, sinon, on fige la culture, et c'est là que la jeunesse se détourne. Elle dit si la culture, c'est uniquement se cantonner dans la répétition de formes passées, qui ne tiennent pas compte de nos aspirations aujourd'hui, or Césaire, c'était cette capacité de se renouveler constamment. Donc, moi, je crois que la meilleure manière d'être fidèle à Césaire, c'est de continuer le combat pour l'identité et pour l'autonomie. Bien. Je voudrais simplement ajouter quelque chose pour les gens qui nous écoutent, quoi. Je voudrais dire, je suis rentré peut-être dans le social, peut-être en 1970, et on parlait de Freud. Freud, c'est une pensée. Mais Césaire n'est pas uniquement une personne. C'est une pensée aussi. Et une pensée, on n'oublie pas. Une pensée, c'est pas un jour. Une pensée, c'est de manière permanente. De manière permanente. Enfin, je peux parler de... Il y en a qui parlent de Marx, quoi. Marx s'est passé avant Césaire, de Lénine. Il se passait avant, d'Engels, il se passait avant. On en parle toujours, d'autres ont parlé de Mao très longtemps, etc. D'autres ont parlé du général de Gaulle très longtemps. Et puis, il y a un homme qui a une tracé, quoi, un cheminement, une philosophie, une manière de penser. C'est pas, on ne parle pas d'un homme ni de maire, d'une gestion, c'est une manière d'être il nous a dit, réconciliez-vous avec vous-même. Ouais. Architecte aux yeux bleus, je te défie. Réconcilions-nous avec nous-mêmes. N'ayons plus peur d'être ce que nous sommes. Mais on reprend Mandela. Qu'est-ce que Mandela dit? Quand on dit, mais pourquoi on n'est pas allé là? Mandela dit, vous savez que ces gens-là ont bousillé notre pays en nous éloignant.
Si nous sommes au pouvoir et puis nous continuons à les éloigner, nous continuons à bousiller le faire la pays, même chose. il faut leur montrer, leur dire ce qu'il fallait faire avec nous. Donc faisons avec eux. C'est la progression des choses. Ça veut dire que montrer la différence avec l'autre. C'est la différence qu'il faut montrer. Sinon, on n'a pas à être l'autre, on n'a pas à prendre une revanche, etc. Sinon, on est bloqué de partout, quoi. Donc, je veux dire, de plus en plus, je suis peut-être entré en 1982 à la municipalité, mais en fait, j'étais savant au syndicat, je militais. Je ne sais pas si j'étais dans le bon endroit ou tout ça, mais il fallait militer. Il faut dire qu'à cette époque, c'est le préfet qui gère le budget. Absolument, général. absolument. Maintenant, nous gérons. Je me rappelle, quand il y a eu la décentralisation, il y a eu beaucoup de gens qui ont dit à ceux qui avaient accepté de gérer que vous êtes des valets du colonialisme et vous gérez les miettes. Maintenant, il n'y a pas une couleur politique qui ne se bat pas pour gérer les structures. Pour gérer les miettes. Bien. Pour gérer les miettes et puis aussi pour pousser les murs. Alors, Parce que il faut quand même pousser les murs, parce qu'ils sont oppressants. C'est sûr. alors, tu as cité Mao, tu as cité Lénine, tu as cité Marx. On pourrait citer peut-être aussi Castro. Les Castro. Les Castro. C'est la parce que transition. C'est la transition. Elle est bien, puisque- elle est bien, la transition, Merci pas mal. beaucoup. Merci. Parce que je crois que la passation de pouvoir se fait. Raoul quitte à désigner son dauphin. Raoul, Raoul, Ah, pardon, officiellement, déjà en longévité, pour qu'on puisse bien expliquer ça aux téléspectateurs. Oui. Castro, fidèle, Oui. il a pris le pouvoir en quelle année à peu près 1959, 1959. 59. janvier 59, Et il a tenu ce pouvoir jusqu'à il y a 10 ans à peu près. jusqu'à 2006. 2006. D'accord. Et puis, en 2006, c'est Raoul, son frère, qui était ministre des Armées, de la Défense. Et qui était vice-président. Et qui était vice-président, exactement, qui a pris la succession. Ce n'est pas une prise de pouvoir Voilà. parce qu'il était frère. Voilà, Oui. parce qu'il était vice-président. Non, mais c'est ce qu'on On dit. pourrait croire ça. Parce On que- pourrait croire ça. Ouais. c'est ce que les médias serine depuis 48 heures. Ah bon, d'accord. Oui, quand les Castro avaient la même mise sur le Oui, pays. c'est un clan. Mais bon, là, c'est pas, Alors- c'est pas un Castro qui prend la suite, Alors, là. Justement. Miguel Díaz-Canel n'est Non, pas un qui- Castro. Miguel Díaz-Canel, Ok. un petit jeune de 57 ans. Oui. Ah, c'est gentil. Non, par rapport à Fidel et, Oui, bon, et Raoul, bien sûr. c'est un jeune, quoi. Ce n'est pas un inconnu. D'abord, Raoul a 86 ans quand même. Raoul a 86 ans, mais oui, mais oui. Et il a la sagesse de se retirer. Enfin, à 86 ans. Il a la sagesse de se retirer. Mais oui, aurait pu mais se oui, il a la représenter. sagesse de se retirer. Mais oui. Il aurait pu se maintenir, comme certains. Absolument, comme certains. Bon. Enfin, Quand la tu dis comme sagesse. certains, tu parles de qui, là? Moi, je dis que Moi, je Ça suis se mon retirer à regard. 86 Je suis ans, mon je ne sais bon pas si c'est de la regard. Bon. sagesse. Bon, alors. Donc je disais, ce n'est pas un inconnu, même si la presse internationale fait des gorges chaudes là-dessus. D'abord parce qu'il était vice-président du Conseil d'État. Le Conseil d'État, c'est le vrai organe de direction, le pouvoir. Le Conseil d'État et le Conseil des ministres sont présidés par la même personne. Fidel, puis Raoul, puis Miguel maintenant. Alors, est-ce qu'on l'appellera par son prénom? Je ne sais pas, puisque le peuple cubain, qu'on soit pour ou qu'on soit contre le castrisme, le peuple cubain a une relation un peu charnelle avec les frères Castro. D'accord. Fidel, Raoul, c'est dans... on ne se voit pas dire Emmanuel avec Macron. Oui. Et encore moins Charles avec De Gaulle. Ou François avec Mitterrand. L'idée ne nous vient pas. Bon, eh ben, à Cuba, C'est fidèle. Voilà, tu discutes dans les rues, c'est fidèle, même si c'est pour en dire du mal. Mais, bon, bref. Donc, Miguel est vice-président, etc. Ce n'est donc pas un inconnu. Alors, ceux qui dénigrent le système cubain disent « Ouais, il n'y a pas de démocratie, il a été nommé là, etc. » Il a été élu, en fait, par l'Assemblée. Ouais. L'Assemblée populaire. Et C'est un scrutin indirect, comme on l'a connu en France jusqu'au général de Gaulle. Tout à fait. Il n'y a pas, c'est sous de Gaulle, c'est à partir de Gaulle qu'on a, et encore, à partir du deuxième de Gaulle, si j'ose dire, Oui, 62. en 62, quand on a nous tous, élu le président de la République. Mais pas moi, j'étais pas encore majeur. Alors, il faut ajouter quand même que c'est un parti unique. Alors, mais si tu D'accord? m'avais laissé finir, Donc- vas-y. Non, mais alors Non, si tu le dis. C'est un parti unique, Oui. effectivement. Donc, Miguel Díaz-Canel était le seul candidat.
Comme Raoul à l'époque. comme Raoul à l'époque, d'accord? Mais quand même, il y a 605 députés. C'est un parti unique quand même. C'est un parti unique, mais j'ai pas dit le contraire. J'ai pas dit le contraire. Voilà. Mais en fait, Et Tous les députés ne sont pas communistes. tous les Raoul- députés sont loin d'être communistes. Oui, Bon. mais il n'y a pas de véritable opposition à Cuba, on le sait. Raoul reste aussi le président du PCC, donc du Parti Le- communiste cubain. le secrétaire Et on général. sait, le secrétaire général, et on sait que c'est lui, en fait, c'est le évident. parti qui met en C'est évident. route, qui gère en fait voilà, la politique du pays. Donc il a la sagesse de se retirer, oui, mais bon. Il a la sagesse de se Alors, retirer. nous avons eu la chance de recevoir pendant le week-end dernier Voilà. une députée cubaine qui s'appelle Julia. La Cabrera, prononciation est bonne? Je te surveille. Julia Cabrera. Exact. Elle nous a expliqué en détail, au cours de plusieurs réunions, le système électoral cubain qui part de la base, des quartiers, etc., et qui, à travers d'abord les provinces, les régions, aboutit à l'élection des différentes instances du pouvoir cubain. Et effectivement, avec une espèce... Alors, avec quelque chose qui m'a frappé, c'est le mécanisme de la révocabilité. C'est-à-dire qui n'est pas encore dans la Constitution française. Bon. Et c'est le fait que l'obligation de rendre compte, au moins tous les 6 mois, de son action et des engagements qui sont pris auprès de la population. Depuis le premier niveau, c'est-à-dire le niveau municipal, jusqu'au niveau de la province, jusqu'au niveau de l'Assemblée nationale. Et c'est à partir de ce système-là. Alors, il y a effectivement le Parti communiste cubain, il y a aussi toutes les organisations de masse. L'organisation des femmes, l'organisation, les syndicats, les organisations de jeunesse, Les étudiants. les organisations agricoles, etc., etc. C'est-à-dire que tu as toute une série d'organismes qui définissent des critères. C'est-à-dire que si vous devez être conseiller municipal, vous devez avoir tel et tel profil, etc., etc. Ce n'est pas comme le système français, c'est parce que j'ai du pognon et que je m'achète les médias que je suis élu en faisant un véritable coup d'État institutionnel comme en France. Là, tu parles de Macron. Exactement. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait retenir des années Castro? Quelles sont les grandes réformes des frères Castro à Cuba? Parce qu'on a parlé longuement de Césaire. On aurait pu continuer pendant toute l'émission sur ce que Césaire a fait pour la Martinique. Hein. Mais je pense que nous savons plus ou moins ce que Césaire a fait. Mais pour Castro, qu'est-ce qu'on peut retenir les grandes œuvres des frères Castro pendant ces longues années? Déjà, Castro a fait la révolution. Je trouve que Déjà c'est bouillant. déjà une première chose. Parce qu'il faut savoir qu'avant Castro, c'était quand même Batista qui était là. C'était une dictature qui était le pendant de la société, enfin du gouvernement américain. En fait, c'était les Américains qui avaient la même mise sur le pays. C'était une colonie américaine quelque part. Et puis, hein. Des casinos, les gens Pour venaient rester jouer, poli, la vanne, c'était un bordel. Il Oui, n'est pas voulu. voilà, Exactement. donc, Il est pas voulu le dire. C'était le bordel des États-Unis et puis la mafia. Ouais, la C'était la mafia. avec un système extrêmement inégalitaire, voilà, donc comme les Américains ont mis en place après en Amérique latine, etc. Donc Castro s'est révolté contre ça avec Che Guevara, ils ont fait la révolution, Camilo ils ont mis en place Cienfuegos. un système beaucoup plus égalitaire, enfin, avec la révolution, ils ont mis en place un système beaucoup plus égalitaire qui tenait beaucoup plus compte du peuple cubain, que ce qu'il y avait avant, où ils prenaient beaucoup de fer, même s'ils ont pris du fer après, c'est vrai. Mais enfin, Castro a quand même mis en place l'éducation pour tous. On sait que le système scolaire, le système éducatif cubain est un des meilleurs au monde. Je crois qu'il y a 100% d'alphabétisation, 100% d'enfants scolarisés, ou 99%, pas loin. Le système de santé aussi qu'il a mis en place. Aujourd'hui, les médecins cubains sont extrêmement réputés. Ils vont dans d'autres pays. Il y a 6000 médecins cubains À qui l'extérieur. exercent à l'extérieur du pays. Mais malgré tout, si j'ose dire,
il y a dans l'île de Cuba elle-même un médecin pour 357 habitants. Ouais. Ce qui est proche du... C'est 5 ou 6 fois plus qu'en France. Oui. Alors, Donc, j'ai là, proportion gardée. on m'a envoyé un petit bilan de Les actions. Fidel Castro. Alors, je ne vais pas vous lire tout, mais ça circule sur les réseaux sociaux en ce moment. Seul pays de l'Amérique latine sans malnutrition infantile, d'après l'UNICEF, a été déclaré paradis international de l'enfance, UNICEF. Le plus bas taux de mortalité infantile en Amérique, Oui. OMS et UNICEF. 130 000 diplômés en médecine depuis 1961, l'OMS. 10 élèves par enseignant. 200 millions d'enfants, là il y a quelque chose qui ne va pas, dorment dans la rue, dans le monde entier, aucun enfant à Cuba. Développement de 4 types de vaccins contre le cancer. Système de santé, un exemple pour le monde entier, 54% du budget de l'État est affecté aux services sociaux, etc., etc., etc. C'est-à-dire qu'un petit pays ayant des ressources, peu de matières premières, notamment en matière de recherche médicale, notamment pour le cancer, on montre ce qu'on pourrait faire avec, au lieu d'envoyer 101 missiles sur un petit pays du Moyen-Orient, ce qu'on pourrait faire si on utilisait les moyens d'un grand État comme la France pour éradiquer par exemple, le chlordécone en Martinique. C'est le raccourci. Mais il faut mettre les choses en relation. Oui, c'est vrai. Parce que l'information, ce n'est pas une collection de faits sans qu'on mette en relation les faits pour réfléchir. Mais pas grand-chose. Moi, je crois que le peuple cubain peut mieux parler de Cuba que nous, comme nous sommes capables de parler de la Martinique mieux qu'eux et de parler de Césaire, bon, mais Castro. Mais dans la réalité, je suis allé à Cuba quelques fois, je me suis senti très à l'aise, très bien. Très cubain. Oui. Très martiniquais, mais à Cuba. Ça veut dire que je me rappelle, une dame a perdu son sac à Santiago, et quand on est arrivé à La Havane, elle a dit j'ai perdu mon sac. À l'époque, on lui a dit eh ben, vous aurez votre sac demain. Elle a eu son sac. Quoi. Ouais. Puis il y a des gens qui critiquent. Mais Il faut savoir que Santiago et La Havane, ça fait 1000 km. on peut être en désaccord, on peut pas être d'accord. Surtout, il y a des gens qui vont se battre pour les droits de l'homme parce que telle ou telle personne dans tous les pays, quoi. Mais dans la réalité, on ne peut pas dire que la gestion de Castro, enfin des Castro et de Cuba était une catastrophe, pas du tout. Alors qu'ils ont été confrontés aussi à la disparition, à l'embargo, mais à la disparition du bloc de l'Est aussi à un moment, absolument. des Tout à fait. relations. La période on a spéciale. fait un certain nombre de misères. Et l'Amérique est à côté, quoi. Ils n'ont jamais accepté. Bon, il y a eu Bush qui a fait quelques efforts là, mais vous avez vu comment ça s'est passé. C'est fini tout de suite. Pas Bush, Obama. Obama, bon Dieu, excusez-moi. Pas Bush. Par contre, Non, pas du tout. Quand même. Si, peut-être parce que Mme Bush est morte, alors j'ai une faiblesse. Tu as une faiblesse de ce côté-là. c'est la femme de l'autre Bush. Oui, du premier. Ouais, c'est Du la père, maman de le Zélia, père, c'est la femme du père, oui. Ouais. Non, j'avais dit que dans la réalité, on parle de Cuba sans avoir les éléments. Nous n'avons pas les éléments, nous n'avons pas cette relation avec Cuba pour savoir exactement ce qui se passe. Mais enfin, je suis allé, plusieurs fois, je suis allé à la convention de Varadero à un moment précis, c'est au moment où ils décidaient de faire venir des gens. Bon, je vais vous dire un truc. Nous étions sur une file pour aller manger et on arrive, imaginons qu'il reste 3 langoustes, quoi, mais 2 Cubains devant nous. Ils sortent. Ouais. Ils sortent et nous, révolutionnaires martiniquais, on dit non, mangez, pourquoi ça? Ils n'ont pas le droit de manger. Eux-mêmes, ils nous disent on a besoin des devises, quoi. Ouais. Des langoustes, on va en manger demain. Ouais. Voilà. D'abord, il y avait déjà une adhésion, quoi, à la volonté du pays de faire venir des touristes, une adhésion de se battre comme ça. La canne était en diminution, le sucre n'était pas vendu. Je crois qu'ils se sont battus. Maintenant, il y a des Cubains qui sont partis. Il y a des Cubains qui n'ont pas aimé cela. Mais on a raison de le dire. Il y avait Batista avant. Il y avait un bordel, comme tu dis. Il y a plein de gens qui sont partis. Et puis, moi, je me rappelle quand j'allais à Cuba, les gens demandaient une pointe.
demandait une paire de lunettes, des lunettes un petit peu fumées, etc. Tu dis merde, etc. Et puis il y en a qui sont partis, et puis qui sont arrivés aux États-Unis, et puis qu'il fallait payer un loyer très cher, il fallait qu'ils sont retournés aussi. Donc, mais on n'a pas le bon bilan. Bon, alors moi je pense qu'il n'y a pas, quand tu es, il dit c'est le roi qui est là, tu peux la voir ça aussi chaud, si fouette, quoi. Gérer un pays n'est pas toujours facile. Et quand on regarde, sans nommer qui que ce soit, quoi, ceux qui n'ont pas eu cette rigueur dès le départ, quoi, ont été le jouet sombre au carnaval des autres, de manière générale, quand on regarde autour. C'est pourquoi il faut de respect. Et puis, les gens qui disent, et je prends un exemple, souvent, à Cuba, tu ne peux pas t'embarquer dans une voiture, mais ce n'est pas obligatoire, mais volontairement, il faut mettre une petite pièce de monnaie. Oui. Bon. Mais comme toute formité, quand même, sinon, quoi honte. Ouais. Donc, en France, on va dire, ouais, mais nous, libres, c'est pas vrai qu'ils libre ça. Tu achètes une maison, tu achètes un terrain, tu paies la taxe foncière toute ta vie, et tu l'as acheté. Ce n'est pas à toi, c'est une location. Il y a plusieurs petites choses comme ça. On croit qu'on est libre, on n'est pas libre, quoi. Ce n'est pas vrai. Mais à Cuba, comme les gens, la majeure partie des Cubains ont une conscience d'être Cubains. D'accord ? L'exemple de l'autobus que tu donnes, je l'ai vécu personnellement à Cuba. J'étais en train de fouiller dans ma poche, mais mon pâté était la monnaie. Alors il y a un Cubain qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu cherches comme ça? Il m'a dit, sur la monnaie, vous me mettez à la main. Il dit, moi, laisse ça, tu vas reprendre le bus demain. Ben, tu vas payer 2 fois. Et j'ai vu des gens le faire. Alors, je ne dis pas que c'est tout le monde, mais je l'ai vu. Un des succès principaux de la gestion cubaine, la gestion des révolutionnaires, comme tu le dis, c'est l'élévation du niveau de conscience politique et de conscience cubaine. Je me souviens, ça se passe avant la période, ce que tu appelais la période spéciale. Mais à Cuba, je veux dire quelque part... Ce que vous appelez la période spéciale, c'est quand les Russes se sont retirés. Hein. Voilà. Quand les Cubains ont été obligés de reconvertir brutalement leur économie, alors qu'ils étaient intégrés dans l'économie des pays socialistes. C'est-à-dire qu'en gros, ils vendaient leur sucre, et puis en contrepartie, tous les produits industriels, etc., étaient fournis, y compris les pièces de voiture. Les pièces de voiture, etc. Donc, il faut imaginer la chose suivante. Si brutalement, pour un jour, du jour au lendemain, nous qui sommes branchés sur l'économie française, d'un seul coup, il n'y avait plus un bateau qui arrivait de France, etc. Cuba s'est trouvé confronté à cette situation-là. Et donc, la situation, et malgré tout, d'où le facteur politique, conscience politique, c'est ce qui a permis à Cuba de passer cette difficulté, sans compter les actions de sabotage des Américains, notamment la peste porcine, les tentatives d'assassinat, des centaines d'assassinats contre Castro par la CIA. Bon, il ne faut pas oublier tout ça. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que, donc, étant à Cuba, je dis que je suis martiniquais, alors ça me fait le lien avec le sujet précédent. Je dis, martiniquais, mais Aimé Césaire, l'homme de la rue, c'est vrai. Au niveau de conscience politique, l'homme de la rue sait qu'il y a à la Martinique un homme qui s'appelle Aimé Césaire. Mais juste pas pour même dans le sens contraire aussi. La dernière conférence de Césaire sur la négritude à Miami, je vois un mouvement. Bon, moi, je n'étais pas dans l'équipe de Césaire, mais j'étais allé rencontrer Soyinka, Olé Soyinka. La métamorphose de Frégéo, il était Nobel de la littérature. Nobel de la littérature, oui. Et puis il y a un mouvement. Et puis, tac, tu vois les policiers sortir, clac. Et je demande qu'est-ce qui se passe, quoi. Non, c'est pas grave, tout ça. Et après, on apprend qu'il y avait des Cubains qui faisaient un petit mouvement parce que Césaire était là, en disant que Césaire avait envoyé un courrier de solidarité à Castro. Ça avait même dans l'opposition de à Miami. À Miami, les Cubains qui sont à Miami sont des anticastristes. Oui, parce que c'est ceux qui ont fui. C'est ceux qui ont fui Cuba lors de la Révolution. Mais même ceux qui sont, c'est comme les Haïtiens.
Oui. Les Cubains qui sont partis, ils étaient en permanence. Oui. Ça veut dire que Cuba, Ils sont attachés. Attachés à Cuba. Ah oui, Cuba, ils vivent c'était- pratiquement comme si. D'ailleurs, ils ont recréé. Little Havana. Et ils ont même des quotidiens en espagnol. Et aujourd'hui, l'espagnol est quasiment devenu la deuxième Ah, mais langue. c'est pour ça que La j'aime aller à première langue, Miami. même, hein. Je ne suis pas dépaysé. Comme mon anglais me Alors, fait défaut, je parle espagnol. on a vu la face colorée de Cuba, mais il y a quand même la face sombre de Cuba, il faut le dire. On ne peut pas passer sous silence le fait que, bien entendu, il y a eu l'embargo, il y a eu la disparition Il du y bloc a l'embargo. soviétique, il y a toujours l'embargo, mais c'est vrai qu'en matière de droits de l'homme, Cuba a beaucoup péché, en matière de pauvreté aussi, parce que les salaires, ce sont des salaires de misère, les conditions de logement. Il y a cette conscience politique du peuple cubain, mais par ailleurs, il y a cette envie aussi de vivre, cette envie de profiter des bienfaits du capitalisme, entre guillemets, qui est là, qu'on ne peut pas nier. Il y a une jeunesse aujourd'hui à Cuba qui a envie de ça, qui a envie de faire partie du monde, qui a envie d'avoir Internet, de pouvoir utiliser Internet, tout ce qui aujourd'hui leur est interdit. Parce que Pas vrai. c'est... oui, Non, Ce n'est pas interdit. c'est pas vrai. interdit, mais ce n'est pas à la portée de tout le monde À aujourd'hui. Cuba, Et le d'ailleurs, nombre de gens branchés sur Internet est considérable. il n'est pas si considérable que ça, d'après les chiffres que j'ai. Et par exemple, en matière de Wi-Fi, c'est vraiment un tout petit nombre de gens qui y ont accès. Donc je peux en parler même chiffre, voilà. alors. Et même la double monnaie aujourd'hui, donc le pesos convertible et Le puis peso le peso cubain et le peso officiel, convertible. Ça qu'ils ça appellent pose le- des le problèmes. CUC. Voilà, ça crée des Alors, inégalités extrêmement, extrêmement Nous prégnantes allons poser ces questions dans le pays. à Julia Cabrera. Julia. Julia Cabrera. Alors, nous avons une très longue discussion sur ces sujets. Cuba sous la direction de Raúl Castro, a engagé des réformes profondes. Par exemple, on a privatisé une bonne partie du secteur. Tout ce qui est service, par exemple, qui était auparavant étatisé, bon, a été rendu au secteur privé. Restauration, réparation, entretien, etc., artisanat. Et le problème qu'ils ont à résoudre, effectivement, c'est le problème de la double monnaie. C'est le peso cubain. Et ça, c'est un problème. La convertibilité de la monnaie, c'est un des problèmes qu'ils ont à résoudre. Mais ils y vont par étapes. Parce que il y a d'autres pays qui ont connu en Amérique latine. Je pense à l'Équateur, Oui. au Pérou, Oui. où tu as une monnaie. Et c'est ça la domination économique d'un grand pays, comme les États-Unis. Tu as une monnaie locale, mais le dollar américain est omniprésent, et les citoyens se détournent de la monnaie locale pour adopter le dollar américain. Si bien que la parce que monnaie c'est plus locale fort et que ça est vous de donne plus en accès à plus plus. dévaluée. Dévaluée. Je l'ai vécu en Équateur, Ouais. où pour acheter un bouquin, mettons, 25 €, l'équivalent de 25 €, tu en as au moins pour 18 000. En Équateur, je ne me rappelle plus la mode. Mais enfin, tu as une masse de billets comme ça dans la main, tu ne sais pas où mettre. Donc ce sont des phénomènes de domination économique de pays qui sont encore l'arrière-cour, comme diraient les je ne me rappelle plus quel était ce président américain, l'arrière-cour des États-Unis. Ouais. Bon, et où d'ailleurs les gouvernements de gauche qui s'étaient installés ont été éliminés par toutes sortes, notamment au Brésil avec le coup d'État institutionnel contre Dilma Rousseff et la mise en prison à partir d'un procès fabriqué de Lula, mais pas seulement. Un des grands pays qui résiste maintenant, bon, c'est le Venezuela puis la Bolivie. Bon, donc la situation de Cuba de ce point de vue-là n'est pas différente de celle de beaucoup de nations latino-américaines. Mais est-ce que... Nous sommes... Excuse-moi, Vas-y, je t'en prie. Nous sommes à l'extérieur, mais il y a toujours une réalité du pays que l'on voit de l'extérieur en fonction des éléments que nous avons et tout cela. Moi, j'écoute les gens, comme dirait Césaire. J'entends le sang du son. Le son du son, ouais. J'étais à Cuba. Le film Casse Départ s'est tourné à Cuba, pas ici. Le film, tu dis?
case départ. Ah oui, d'accord. Avec N'Gigol et Goué, tout ça. Ça devait se tourner ici, mais comme c'était un truc sur l'esclavage, il y a un problème. Ça s'est tourné à Cuba. Puis ils m'ont demandé, bon, j'étais là, pour le rôle du père, etc. J'ai rencontré des gens du cinéma. Et ils me disent, avant, on touchait très peu sur le cinéma, c'était très faible. Même s'ils avaient tourné un film, on payait, mais le technicien avait une petite part. Maintenant, nous touchons comme vous. Mais si on ne nous appelle pas sur un film, on n'a rien. Ouais. Et avant, on avait un petit quelque chose tout le temps. Mais je lui dis, mais chez nous aussi, hein. Chez nous, si tu ne joues pas dans un film, tu ne touches pas. Mais là, il dit non, nous avions, parce qu'on est dans ce domaine-là, tout le monde avait quelque chose. Maintenant, si on ne joue pas, on ne tourne pas, on ne travaille pas, on n'a rien. Donc, il préférait avant. Ouais. Quand il nous disait, il dit, ah ouais, je préférais avant. Au moins, on savait qu'on avait une petite monnaie qui arrivait et tout ça. Donc, on ne connaît jamais les réalités. De temps en temps, on pense, on a privatisé. Est-ce que c'est bien, il faut étatiser? Moi-même, de ma vie, j'ai pensé qu'il fallait étatiser, mais étatiser, qu'il fallait des bus, qu'il fallait des cantines, qu'il fallait, etc. Mais au moins, des fois, on est des... Moi, je me rappelle, je termine sur ça en 2009, il y a un gars qui m'a presque traité de lâche et de ne rien comprendre. Il me dit qu'il y a la grève. Il me parle de béquille. Il me dit, il ne faut plus aller au libre-service et tout ça, faut nous aller. Bon, ben, lâchant les manches, il ne faut plus aller au libre-service, tout ça. Il est un grand révolutionnaire. J'étais là, j'étais à Dillon. Il m'a dit, maman, d'accord, et puis, c'est messieurs qui a volé l'argent, nous ne pouvons pas aller là encore. Mais le roi va-t-il laisser l'auto là, c'est au Ravani. C'est m'a dit ça aussi. Il prend l'auto, hein. En même temps, révolutionnaire, pour pas aller là, quand il va acheter un bout de pâte, mais si quand on a l'auto, on nous pas prend l'auto, on nous prend cheval, on nous prend bicyclette, et même bicyclette là. Tu vois, c'est dans la réalité, on ne sait pas, mais pour moi, par rapport à Cuba, je dis, ces gars-là ont été courageux de tenir ce pays, tu sais très bien qu'il y a eu une séparation pas gentille entre Castro et Che Guevara. Il y a eu une séparation pas gentille avant que Che Guevara parte aussi. Che Guevara n'était pas là non plus pour être ministre, c'était pas son truc. Pas du tout. Faire la révolution, partir dans le monde un peu. Donc on peut être en désaccord, même à l'intérieur de même parti, même à l'intérieur quand il y a des discussions, etc. Mais dans la réalité, de bilan général, je vois que les Castro ont tenu leur pays. Ont tenté, avec les difficultés, mais ils ont tenu leur pays. Je ne sais pas s'il y a des Cubains sans logement. Je ne sais pas. Ils ne sont pas sans logement, mais ils sont mal logés. Mais ils mangent. Pour beaucoup. Mais ils mangent. Ils mangent, voilà. Mais ils ont récupéré les logements des Espagnols. Leurs besoins de première nécessité sont assurés. Et c'est ça, voilà, la base de l'État cubain. Après, le nouveau président, Canel, je crois que c'est un homme d'ouverture. Il va faire face à des défis considérables, mais c'est quelqu'un qui a la volonté justement d'ouvrir Internet à la population. Il vient de l'entreprise aussi. Il a un penchant, si je puis dire, pour l'entreprise. Mais il ne faut pas qu'il invite trop à manger. Il a fait les premiers concerts de rock, ça a été de son fait. Le festival du tatouage. Enfin, c'est quand même un homme d'une grande modernité. Donc, je pense que même sur la presse, il a des velléités d'ouvrir un peu la presse. Tout ce qui vraiment, véritablement fait problème à Cuba, où les droits de l'homme, les droits à la liberté fondamentale de l'homme sont quand même, il faut le dire... Les droits de l'homme vus par l'Occident. Mais pas forcément par l'Occident, parce que la liberté de la presse, c'est quand même une liberté fondamentale qui est mise à mal à Cuba. Ça, personne, j'en ai fait l'expérience, donc voilà, on ne peut pas dire le contraire. Et puis, la liberté même de circuler, même si elle a été ouverte il n'y a pas longtemps finalement, il y a 5 ou 6 ans que les Cubains peuvent disposer d'eux-mêmes et circuler librement.
Donc, c'est tous ces défis-là. Vous parlez d'un pays sous embargo. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Un pays qui est en guerre économique et en guerre politique avec un géant. Oui, mais quand même. voilà, non, mais on est d'accord. Mais oui, mais je suis bien d'accord. Parce que ce qui se passe au Venezuela aujourd'hui, c'est exactement voilà la triste image de ce pays qui, lui, n'a pas su voilà, plus grave, mettre... Oui, et donc il y a une opposition qui, aujourd'hui, va dans le sens voilà, d'un capitalisme ultralibéral, de l'oppression des peuples, etc. Donc c'est forcément ce qui se serait passé à Cuba si l'ouverture est trop brusque, voilà, trop grande. Donc il faut bien entendu des modalités, mais il faut que ces progrès-là arrivent. Et parce que le peuple cubain... On peut en penser ce qu'on veut, mais le peuple cubain souffre quand même de ça. Même si par ailleurs, voilà, il y a... Est-ce que tu as un exemple de pays qu'on pourrait imiter où ça se passe bien? Ben, aujourd'hui, non, mais on peut voir, par exemple, les pays nordiques, c'est pas un exemple véritablement à suivre. Il n'y a pas de modèle de référence, mais ce qui se passe dans les pays nordiques, c'est peut-être ce qui se rapproche le plus de ce qu'il faudrait faire, où il y a un minimum de liberté, où les besoins primaires des êtres humains sont pris en compte, des citoyens, voilà, et où on arrive à concilier les libertés fondamentales avec le bien-être des citoyens. C'est ce qu'il faut arriver à faire dans une société, peut-être une société rêvée, mais c'est vers ça qu'il faut tendre. Vous parliez refondatrice. Alors vous parliez des droits de l'homme et lui Wauquiez, lui il parle des droits du sol. Le patron. Voici un bon exemple. Alors justement, mais c'est toujours pareil. Expliquons ça aux téléspectateurs qui nous regardent et qui nous écoutent. C'est quoi le droit du sol? Comment expliquer ça aux gens pour qu'ils comprennent bien le droit du sol et le droit du sang. Le droit du sol on oppose le droit du sol et le droit du sang. Voilà. Ben, ça veut dire que la nationalité s'acquiert par le sol parce que tu es né en France et par conséquent automatiquement tu es considéré comme français. Alors que si on suivait Wauquiez et Marine Le Pen... pour l'instant, c'est Wauquiez qui demande un référendum. Mais attention, il ne faut pas oublier que Wauquiez reprend le programme de Marine Le Pen. Et reprend le programme de Marine Le Pen. Hein. Tout à fait. Alors, continuons l'explication pour que les gens comprennent bien. Il faut tout de suite... L'explication, c'est que, bon, en gros, il faudrait que ce soit un bon français de souche. L'expression que tu utilisais, souche, on redonne la nationalité. Donc... et le droit du sol, parce que là, tu as parlé du droit du sang et le droit du sol. Le droit du sol, c'est parce que tu es né sur le territoire français. Sur le territoire. Voilà. Alors, le problème, c'est que moi je pose la question tout de suite. Nous, Martiniquais, qui sommes en Martinique, dans la Caraïbe, sommes-nous inclus dans le droit du sol ou dans le droit du sang? C'est-à-dire que nos compatriotes qui sont à peu près l'équivalent, à peu près, en gros, on peut dire qu'il y a 400 000, disons. L'équivalent de notre population qui sont en France et qui sont nés en France, mais qui ne sont pas des Français de souche. Si jamais cette révolution, parce que ce serait pratiquement, il faudrait changer la Constitution française pour aboutir aux propositions. C'est pas des Français de Wauquiez. Pourquoi? Ce sont des Français de souche. Pas nécessairement. Parce que les explications que j'ai entendues aujourd'hui en télévision, c'est qu'il parlait de Mayotte et il disait que sur 100 000 personnes, alors sur 100%, tu as 70% des naissances qui sont d'enfants étrangers. Des Comoriens. Ce qu'ils appellent les étrangers, ce sont les Comoriens. Les Comoriens, et une fois que ces enfants sont nés là, à Mayotte, ils deviennent français. Donc, et il disait... Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il ne faudrait pas que le peuple français on puisse faire un référendum et que le peuple français puisse s'exprimer là-dessus? En fait, le droit du sang, c'est pour se débarrasser des étrangers. Exactement. Soyons très 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 clairs et régler le problème de l'immigration. D'accord? C'est-à-dire des étrangers qui ont un enfant en France, ne seraient plus automatiquement français. Les enfants, pas tout à fait, les enfants des étrangers. Oui, les enfants des étrangers nés en France deviennent français. Ils ne seraient pas forcément français. Ils ne seraient même plus du tout français. D'accord. Voilà, donc la nationalité s'acquiert après un parcours, il faut faire une demande à la majorité, etc.
Mais c'est un vieux débat parce qu'il a C'est un déjà, très vieux débat. Alors, il son a déjà principe a déjà été couronné beaucoup Oui. depuis Sarkozy. Hein. Bien sûr. Même les lois Pasqua, c'était un peu ça aussi. Hein. Pasqua avait déjà mis une couche là-dessus en évoquant justement. Mais ceci dit, c'est une tendance qui existe dans l'ensemble des pays européens. Regardez ce qui s'est passé en Hongrie, dans d'autres pays, en Allemagne, où, par exemple, Merkel a été bousculée par... Il y a un parti d'extrême droite qui s'appelle l'AfD, qui sont des néo-nazis, qui sont maintenant représentés par 100 députés au Bundestag. Mais elle a perdu beaucoup de voix parce que justement, elle a accueilli Tout trop à fait. d'immigrés. Voilà. Donc, c'est le reflet d'une crispation qui fait enfin, qui permet aux partis xénophobes d'extrême droite de gagner des voix. Et en France, le véritable problème, c'est que ce qu'on appelait auparavant la droite républicaine, la droite républicaine, pour se maintenir, essaie de concurrencer le programme du Front National dans les partis, enfin à mon avis, les moins respectables. C'est ça le problème. Je dis que dès lors qu'on est, c'est facile, hein, dès lors qu'on est dans un pays qui a, ça se dit tout le temps, qui a une société énervée de ne pas pouvoir affronter les changements qu'il affecte, quoi. Et on cherche des boucs émissaires. Exactement. On dit que ce sont les autres. C'est parce qu'il y a un moment où des pays, je crois que le Canada demande que des gens viennent. Oui. Le Canada n'étant pas en difficulté, bien sûr, ceux qui ont un projet demandent que des gens viennent. Il est en difficulté démographique, hein, c'est pour ça qu'il est Oui, mais pas économique, mais démographique. Mais en même temps, on demande, comme la France a demandé aussi à un moment. La France a demandé que des gens viennent et tout ça. Et la France confrontée à des difficultés maintenant, les Français qui peut-être ne voulaient pas être balayés de rue, les bourreaux le sont. Il y a des difficultés. Moi, ma réflexion, c'est que chaque fois qu'il y a un problème dans un pays, j'apprends que la France a délégué plusieurs avions pour les ressortissants. J'ai l'impression que chez eux, on ne doit pas être là et ils sont partout ailleurs, dans la réalité. Et c'est le débat, c'est un peu cela, quoi. Il y a toujours... ils sont partout ailleurs. Quelle est la loi? Un enfant qui naît de l'autre côté, c'est un enfant français, c'est pas un enfant français. Je trouve que le monde est en train, parce qu'il y a quelques difficultés dans les pays, bon, vous voyez pas, ils ont tué tous les présidents, là où il y avait de la richesse, ils ont gardé tous les présidents qui n'ont pas de richesse du tout. Bon, dans le monde, c'est l'histoire du monde de manière générale. Tu parles de l'Irak, de la Libye, et peut-être maintenant, de la Syrie. Ou bien de la Côte d'Ivoire aussi. Pourtant, ils ont des richesses. Ou bien je peux parler de Gbagbo aussi, mais je ne sais pas de qui je parle. Je dis de plusieurs. Mais la réalité maintenant, c'est qui dit ce qui se passe, qui analyse, qui fait la conclusion, qui dit tel pays... les gens, ils ont traité Cuba et Castro de dictateur. Je n'ai jamais traité Castro de dictateur. Ils décident que l'on va traiter telle ou telle personne. Ils disent que, tu disais tout à l'heure, il a raison, la liberté d'expression, la presse et tout ça... Un petit machin au fond de moi dit, mais Duverger, tu as été membre de l'Alerte. Lorsqu'on était, j'étais membre de l'Alerte. L'Alerte qui est C'était une association de lutte pour la liberté de la presse à l'époque de l'ERTF. Et c'est là que l'autre a reçu un coup de rasoir. Parce qu'il ne fallait pas entrer. Bon, on ne nous donnait pas la parole. On ne pouvait pas parler. De là, il y a la chanson Blé pâle, blé foncé, maman. Oui, il y a... C'est tout Jojo Rasoir. Et de temps en temps, on dit ça, mais on subit les mêmes choses, quoi. On subit les difficultés. On pense que c'est l'autre qui ne peut pas parler. Mais toi, tu peux parler, mais dis ce qu'on souhaite que tu dises, pas autre chose, quoi. Tu vois, c'est... Les droits de l'homme sont souvent instrumentalisés par les pays occidentaux comme un moyen, comme un prétexte pour intervenir dans ces pays-là. Et puis nous-mêmes aussi, nous ne savons pas. On est pour les caméras ou pas en ville? On est pour les caméras si on vole notre sac.
Mais on n'est pas pour les caméras qui Pas si je pisse, contrôlent pas tout si le temps. je pisse contre une maison. Oui, ben, c'est comme Facebook qui vend vos données finalement. Hein. Donc oui, on est dans ce débat-là, c'est le débat de la modernité. Mais pour revenir sur le débat du droit du sang et du droit du sol, alors il y a deux choses. Il y a tout ce vieux continent-là, ce qu'on appelle la vieille Europe, qui est aujourd'hui crispé sur son histoire, parce que il y a fondamentalement la mondialisation qui est passée par là, qui va continuer à passer par là. Il y a un changement, de temps qui s'annonce pour eux. Ils le savent très bien que les choses ne sont pas figées et qu'aujourd'hui, il y a des remplacements de population comme il y en a toujours eu. Et donc, ça cristallise un peu les identités. Et l'extrême droite profite évidemment de ça, pour faire monter les populismes et les antagonismes entre les uns et les autres. Ils profitent de ça pour s'emparer du pouvoir aussi, parce qu'on sait que les peuples aujourd'hui sont très craintifs et que, Jean-Claude le disait à bon escient, ils ont besoin de boucs émissaires parce qu'en plus rajoutent des difficultés économiques. Donc c'est très facile de dire c'est la faute de l'immigré qui est tout trouvé. Ils savent que ce n'est pas vrai. On l'a déjà dit ici, on va le répéter encore, ils ont besoin de l'immigration et tous les gouvernements le savent. C'est pas pour rien qu'Angela Merkel a accueilli un nombre considérable de migrants, parce qu'il y a des secteurs où ils ne trouvent pas de main-d'œuvre et qu'ils ont besoin aujourd'hui de cette main-d'œuvre. Concernant Wauquiez, je crois que ce qu'il veut faire aujourd'hui, c'est que il y a un espace qui est ouvert aujourd'hui, c'est l'opposition à Macron. Eux, ils tiennent bon finalement, la droite dite républicaine, ils tiennent bon. Mélenchon est en train plus ou moins de s'effondrer ou de chercher son espace. Marine Le Pen aussi a connu quelques déboires, quelques dégringolades dans l'opinion. Donc il y a un espace à prendre et ça c'est le jeu qui sera l'opposant à Macron et ils veulent absolument faire leur place. Et le seul espace qu'il leur reste pour faire leur place, c'est l'espace du Front National. Donc manger évidemment sur l'électorat du Front National et pour manger sous l'électorat du Front National, c'est vers ces thèses-là qu'il faut aller, qui font aujourd'hui recette sur ceux qui sont dans la précarité, sur ceux qui ont peur de demain, sur ceux qui voient tous ces immigrés entrer. Et on peut les comprendre quelque part. Hein. Souvent, on leur jette la pierre. Moi, j'essaie de les comprendre. Quand vous voyez, moi, je suis déjà allée à Saint-Denis et que vous voyez, on n'est plus en France, il y a ce sentiment de dépossession. Pourquoi sur lesquels ils jouent. Plus en France ? Non, parce qu'ils jouent sur les peurs, parce qu'il y a des quartiers, parce qu'ils laissent sciemment des quartiers se ghettoiser. Donc, toutes ces cités, il n'y a pas de mixité sociale, il n'y a pas... donc on ghettoise les immigrés, on ghettoise, on les cantonne dans la précarité, et donc on sait bien que quand ils sont cantonnés dans la précarité, ça fait monter la délinquance. Vous mettez des blancs, des jaunes, des bleus, des verts. Lorsque vous mettez un foyer de précarité, ça fait forcément, et quel que soit le peuple, les peuples qui sont concernés. Et donc c'est ça qui fait monter ce sentiment de nazi. Ça, c'est la philosophie générale, mais il ne faut pas oublier de façon beaucoup plus pragmatique et terre-à-terre que dans un an, il y a des élections européennes. Et que les gars sont en campagne, justement, comme on a déjà remarqué qu'en Europe, il y a plusieurs pays qui tournent à la droite, pour ne pas dire à l'extrême droite. À la droite dure, disons. À la droite dure, disons. Ouais. Imaginez un Parlement européen avec toutes ces droites dures-là, ça peut être intéressant pour Wauquiez et ses amis. Je suis préoccupé par le monde, quoi. Et quand Nathalie dit tout à l'heure, oui, il y a des endroits, il y a les Roms aussi, c'est ceux qui viennent. Mais je suis préoccupé, il n'y a pas des élections tout de suite aux États-Unis, mais c'est Trump qui est là. Ah, d'accord. J'entends quand même que la République dominicaine veut mettre un mur aussi pour les Haïtiens, quoi. Oui. J'entends ce qui se passe dans le monde et Tout à je suis interpellé par cela, quoi. De plus en plus, quand on est en difficulté, c'est la faute de l'autre et tout cela. Bien sûr. Et je dis à mes frères de la Martinique, quoi, il n'y a pas un bon comportement face aux étrangers chez nous aussi. Nous prenons un chemin qui n'est pas le nôtre. On est d'accord. Nous prenons un très mauvais chemin. On est d'accord. Une manière d'être, une manière d'imiter les autres et tout cela. Et nous prenons un très mauvais chemin qui n'est pas notre chemin. C'est ça. Mais je crois que... Il faut avoir des convictions là. C'est là qu'il faut avoir de vraies convictions démocratiques
au sens profond du terme, ancré pour lutter contre ces courants. Parce que c'est facile de se laisser à cette Tendance. cette tendance. Bon, moi, je vais faire appel au pape. Le pape dit aux gens... C'est une de tes références. Mais oui, le pape dit, sur cette question de l'immigration, le pape n'a pas peur d'aller à contre-courant de la majorité de la curie, de la curie et des catholiques. Il dit, n'ayez pas peur, accueillez les autres chez vous, parce que c'est votre devoir d'aider les autres. Bon. Et ça, il faut que les partis politiques, et donc, même si on peut perdre des voix, peu importe, il faut avoir le courage de résister. C'est ce que Césaire appelait, dans Discours sur le colonialisme, l'ensauvagement de l'Europe. Et merci. Tu as vu comment on revient à notre premier sujet. Voilà. Sujet. En tout cas, messieurs, madame, merci beaucoup, une fois de plus, d'avoir si bien expliqué les choses. Je vous remercie. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et puis à très vite sur Zouk Télévision. Au revoir. Ça a paru court puisqu'on n'a parlé que de 3 sujets, même pas, vrai. mais c'était vraiment passionnant. J'ai trouvé ça passionnant. Merci beaucoup et puis à très vite sur Zouk TV. Au revoir. Bye bye.